La réconciliation nationale, pourvoyeuse de paix, est donc un préalable indispensable à l'avènement de cette paix. Cela est particulièrement vrai actuellement, d'une part pour les habitants de la Côte d'Ivoire, dont 26% sont originaires des pays voisins, et d'autre part pour les partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire et les amis de notre pays, en tête desquels figure la France. En effet, pour l'Europe, et singulièrement pour la France, une réconciliation nationale réussie devrait entraîner un partage plus équitable des ressources de notre pays, réduisant ainsi la pauvreté, mais des importants flux migratoires et de l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile ivoiriens en Europe en provenance de la Côte d'Ivoire. À titre d'exemple, en 2017, 3 745 demandes d'asile de ressortissants ivoiriens ont été enregistrées en France. Cela fait 2 fois plus qu'en 2016. La même année, 8 753 migrants âgés de 14 à 24 ans et partis de la Côte d'Ivoire sont arrivés en Italie. Et selon l'Organisation internationale de la migration, l'OIM, après le Nigeria et la Guinée, la Côte d'Ivoire occupe le 3e rang des pays d'Afrique de l'Ouest pour le nombre de migrants qui tentent de gagner l'Europe par tous les moyens. De plus, depuis la crise de 2010-2011, la Côte d'Ivoire, traditionnellement pays d'accueil des réfugiés venant de tous horizons, est devenue un grand pourvoyeur de réfugiés et d'exilés. Selon le HCR, la crise post-électorale a engendré plus de 300 000 réfugiés ivoiriens et un nombre beaucoup plus important d'exilés. Parce qu'il y a souvent une confusion entre les termes réfugiés et exilés. La différence est que tous les réfugiés sont des exilés, mais tous les exilés ne sont pas des réfugiés. Le réfugié, c'est l'exilé qui demande la protection d'un autre pays dans lequel il est. Le réfugié, c'est quelqu'un qui a donc perdu la protection de son pays d'origine. Et cette protection lui est donnée par un pays d'accueil et est garantie, si on peut dire, par le HCR. Donc notre pays a donc connu plus de 300 000 réfugiés après la crise de 2011 et un nombre beaucoup plus important d'exilés. Cette situation donc, de production d'exilés est survenue en violation de la constitution de notre pays, celle de 2000, qui était en vigueur lorsqu'il y a eu la crise. Parce que cette constitution, en son article 12, stipule qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Et cette disposition, d'ailleurs, a été reprise dans la constitution de 2016, qui est actuellement en vigueur, et cela en son article 22. Au 30 avril 2017, la Côte d'Ivoire comptait encore 43 500 réfugiés, dont 31 772 en Afrique, essentiellement l'Afrique de l'Ouest, et 11 500 en Europe, et singulièrement en Italie et en France. Ça fait 26% des réfugiés. Donc 26% des réfugiés ivoiriens se retrouvent en Europe et surtout en Italie et puis en France. Notre présentation va essayer de démontrer si la Côte d'Ivoire ainsi décrite saisira ou non l'occasion de l'élection présidentielle de 2020 pour se réconcilier avec elle-même. Pour garantir l'objectivité de notre intervention, nous prendrons 2 références qui sont neutres,
Vous comprenez bien que si on ne prend pas cette précaution, on sera considéré comme étant dans un dénigrement systématique parce qu'opposant au régime actuellement en place. Pour éviter donc cela, on a pris 2 références qui sont neutres. La première est l'opinion d'un acteur politique ivoirien qui a été transmise dans une lettre qui est adressée au chef de l'État actuel. La deuxième référence est le rapport de juillet 2019 de l'ONG internationale United States Holocaust Museum. Donc on a pris une référence ivoirienne et une référence internationale. La référence ivoirienne provient d'une lettre ouverte de M. Konan Kwame Siméon, que les Ivoiriens connaissent sous le sigle de KKS, une lettre ouverte donc au chef de l'État. Cette lettre a été publiée le 4 octobre 2019. Elle est disponible sur le site presseiva.com. C'est donc une lettre publique dont on peut dire publiquement le contenu. KKS a été candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010. Il a été également candidat en 2015. C'est donc un acteur politique hautement concerné par la question électorale en Côte d'Ivoire. Mais comme vous le voyez, il n'émane ni du parti au pouvoir, ni de l'opposition significative. Alors, dans sa lettre concernant les élections présidentielles 2020, M. KKS a évoqué des éléments d'inquiétude. Il s'agit, parmi ces éléments, du passage en force du gouvernement au niveau de la commission électorale indépendante, qui est non inclusive et manifestement inféodée au pouvoir, là où tout le monde conseillait le consensus. Il s'agit du curieux désir du chef de l'État de modifier la Constitution à quelques mois de la présidentielle. Il s'agit de l'éventuel projet de candidature du chef de l'État actuel pour un 3e mandat, là où tous les experts, tant nationaux qu'internationaux, clament que la Constitution ne le permet pas. Il s'agit également du maintien en détention des prisonniers militaires de la crise post-électorale de 2010, pendant que même leurs adversaires d'armes d'hier réclament leur libération. Le dernier élément que nous allons citer, ma fille Saki l'a évoqué tout à l'heure, il s'agit du prix élevé à payer pour avoir accès à la carte nationale d'identité. En effet, et cela pour la première fois dans notre pays, il faut payer 5 000 francs CFA, ce qui fait environ 7,6 € pour avoir droit à une carte nationale d'identité. 5 000 francs CFA, alors que nous sommes dans un pays où une personne sur 2 ne dispose que de moins de 500 francs CFA par jour pour ses besoins. Vous gagnez 500 francs par jour pour vos besoins, nourriture, soins, et vous devez payer 5 000 francs CFA pour avoir une carte nationale d'identité. Pour nos amis français qui sont ici, la carte d'identité en Côte d'Ivoire a toujours été gratuite. En conclusion, M. KKS, comme pour être plus clair dans l'expression de ses inquiétudes, s'est adressé directement au chef de l'État en ces termes. Monsieur le Président, votre régime, jour après jour, jalon après jalon, réunit consciemment ou inconsciemment les conditions d'une crise électorale qui pourrait s'avérer majeure. Il ajoute, manifestement et de façon toute évidente, le vase semble plein. Et il dit,
attention à la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Fin de citation. Et après avoir décrit cette situation, M. Kakaes fait une proposition dans sa conclusion. Et il dit qu'il appelle à un dialogue pour la construction du consensus nécessaire pour éviter à nos populations qui ont déjà trop souffert des souffrances supplémentaires. Et en faisant nos recherches, nous avons ajouté que si la Côte d'Ivoire fait ce dialogue, elle ne fait preuve d'aucune originalité. Parce que de nombreux autres pays, face à ce genre de situation, ont fait le même type d'activité. Le Mali l'a fait en octobre 2019. Le Burkina l'a fait en juillet 2019. Le Togo l'a fait en février 2018. Le Tchad l'a fait en mai 2018. Le Cameroun l'a fait en septembre-octobre 2019. Le Bénin vient de le faire en octobre 2019. Et la Guinée, n'eût été les problèmes qu'on a connus ces derniers temps, avait prévu le faire en septembre 2019. La question qui se pose alors est de savoir pourquoi la Côte d'Ivoire, qui a été confrontée à un conflit militaro-politique si long, surtout après 2010-2011, n'a pas pris jusqu'à présent l'option de réunir l'ensemble de ses enfants pour organiser un tel dialogue pour que les élections 2020 soient apaisées. Ça, c'est le contenu de notre première référence, la lettre ouverte de M. Kakaes adressée au chef de l'État. La deuxième référence, c'est donc un rapport d'une ONG internationale américaine qui s'appelle United States Holocaust Memorial Museum. Le rapport vous est ici présenté pour bien vous montrer qu'on n'invente rien. Et ce rapport a été publié en juillet 2019. Et le titre de ce rapport est vraiment évocateur. Faut-nous lire le titre, s'il te plaît. Des élections. Le micro n'est pas ouvert. Des élections incertaines, prévenir les atrocités criminelles en Côte d'Ivoire. Donc, les élections en question, c'est bien ça, le 2020. Vous voyez que le titre de ce rapport est vraiment évocateur. Le rapport dit que les élections de 2020 sont incertaines. Et le rapport recommande de prévenir des atrocités criminelles en Côte d'Ivoire. Pour soutenir l'argumentation, le rapport a évoqué les risques concernant le scrutin de 2020 et après le rapport a évoqué les facteurs potentiellement déclenchants de crise pour 2020. En ce qui concerne les risques, les points qui ont été évoqués concernent la rupture des alliances politiques. Cela a été dit, et le rapport dit que la rupture des alliances politiques renforce les rivalités entre les groupes ethniques et politiques, rendant ainsi plus probable les risques d'instabilité politique graves qui précèdent en général les atrocités de masse. Le deuxième risque concerne la division ou les divisions au sein des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Les forces armées de la Côte d'Ivoire sont rongées par des divisions internes et sujettes à la mutinerie, signal d'un risque de fracture des lignes partisanes et ethniques dans l'éventualité d'une crise électorale. L'accès généralisé aux armes est également cité parmi les risques. L'idée courante, répandue, qu'un grand nombre de particuliers et de groupes armés non étatiques a accès aux armes renforce la peur dans le pays et laisse penser qu'il serait relativement aisé et peu coûteux pour les responsables politiques de pousser des sympathisants à commettre des actes violents
en cas de crise. La perception d'un abus du pouvoir par le parti au gouvernement est citée aussi parmi les risques. Le consensus réparti parmi les partis politiques et certaines organisations de la société civile est que le parti au gouvernement abuse des outils du pouvoir pour préserver ses intérêts partisans. Ces perceptions s'ajoutent au sentiment que la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase et faire monter la violence serait l'impression dans l'opinion publique que certaines actions gouvernementales sont injustes. Et le dernier risque qui est cité, c'est les propos inflammatoires dans les discours politiques et publics, parce que certains de ces propos peuvent constituer des signes avant-coureurs de violence. Donc voici les risques qui ont été signalés. Vous avez maintenant les facteurs potentiellement déclenchants. Et le rapport cite la désignation des membres de la commission électorale indépendante, les poursuites judiciaires politisées, la mauvaise gestion du retour du président Laurent Gbagbo dans son pays, le déroulement du processus électoral et la proclamation des résultats, la pression sur les filières de production, cacao, café, anacarde, EVA, coton, dont tout le monde voit que les prix ne font que baisser. Le non-paiement des fournisseurs de l'État qui ne sont pas membres du parti au pouvoir, dans le but d'assécher les caisses de l'opposition, comme cela vient d'être révélé par la lettre du continent dans un de ses articles récents. Les intimidations et arrestations d'opposants, l'orpillage clandestin et la destruction de l'environnement par le fait des gens illégalement armés, l'insécurité qui se généralise, l'occupation illégale et impunie des forêts classées, la confiscation persistante des biens privés, notamment les plantations ou les terres. Mais notre pays, ne l'oublions pas, a déjà fait des tentatives de réconciliation. Je ne vais pas commencer depuis le temps de Fouet, parce qu'il y en a eu en ce moment. Je vais juste relever qu'en 2001, à titre d'exemple, suite à son élection en octobre 2000, le président Laurent Gbagbo a organisé le Forum national de la réconciliation. Et à cette occasion, le président Laurent Gbagbo a fait rentrer d'exil le président Henri Konan Bédié, qui était donc venu en exil après le coup d'État. Et il a fait rentrer également d'exil l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, dont il a annulé par la même occasion le mandat d'arrêt international qui était lancé contre lui. En plus du Forum national de la réconciliation, le président Laurent Gbagbo a créé un ministère de plein exercice en charge de la réconciliation. Et cela depuis 2003. Et je voudrais vraiment saluer ici le professeur Danon Djedje, qui a été le titulaire de ce département, et pour l'important travail qu'il a fait pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais saluez-le avec moi aussi. Faisant tout ce qui vient d'être appelé, pour le président Laurent Gbagbo, il s'agissait de concrétiser sa volonté politique de réconcilier les Ivoiriens. Malheureusement, cette élan a été interrompue suite à la rébellion armée et à ses conséquences, rébellion qui a attaqué notre pays le 19 septembre 2002. Le régime actuel aussi a pris quelques initiatives en matière de réconciliation nationale. Il a été créé la CDVR, la Commission nationale Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui a fait son travail, qui a fait son rapport dont personne n'a entendu parler, qui a été dissoute et qui a été remplacée par la CONARIV, qui a fait quelques actions d'éclat de soutien à quelques personnes, qui a fait son rapport, qui a été dissoute également.
Et malheureusement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas une institution d'envergure qui est en charge de la réconciliation nationale. C'est à se demander, en matière de réconciliation nationale, quelle est l'expression de la volonté politique du régime actuel. Or, tout le monde sait aujourd'hui en Côte d'Ivoire que qui dit réconciliation dit retour préalable du président Laurent Gbagbo dans son pays. En effet, au moins la moitié de la population ivoirienne en âge de voter lui a accordé son suffrage lors de l'élection présidentielle de 2010. Je puis affirmer cela et sans aucun doute en ma qualité de directeur national de campagne du candidat de la majorité présidentielle en 2010, candidat qui était, comme vous le savez tous, le président Laurent Gbagbo. Certains d'entre vous peut-être ont vu sur les réseaux sociaux récemment une vidéo qui a été faite par des jeunes, mais des jeunes qui ont pris les armes contre leur propre pays. Dans cette vidéo qui a été faite à Korogo, chez moi, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ces ex-rebelles qui ont donc combattu le régime du président Laurent Gbagbo, ces ex-rebelles appellent au retour du président Laurent Gbagbo dans son pays. Et ironie du sort, c'est dans la ville de Korogo que le président Laurent Gbagbo a été incarcéré plus de 6 mois durant, sans même voir le jour, comme il a dit lui-même, à l'audience de confirmation des charges à la CPI. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous désignons le président Laurent Gbagbo comme le chaînon manquant pour la réconciliation nationale. Et son retour est d'autant plus indispensable qu'il a été acquitté par la CPI en janvier 2019 de toutes les charges qui pesaient contre lui devant cette juridiction internationale. En matière d'alternance, la Côte d'Ivoire a une particularité. Nous avons vécu 4 alternances à la tête de l'État, mais on n'a jamais vécu une passation des charges entre un président entrant et un président sortant. Le président Oufoué est mort au pouvoir. Le président Bédié a été renversé par un coup d'État militaire. Le général Guéhi a été contraint à la fuite après les élections de 2000 et le président Laurent Gbagbo, qui a été réélu, a été arrêté puis déporté à la CPI. La question et la prière de chacun d'entre nous, c'est qu'en 2020, la Côte d'Ivoire puisse vaincre ce signe indien-là. En conclusion, mesdames et messieurs, rappeler ce que je viens de dire n'est pas faire preuve de pessimisme, mais plutôt faire preuve de réalisme. En effet, bien que les élections soient une opportunité pour préserver le tissu social de tout délabrement majeur, il est regrettable de noter que la Côte d'Ivoire a de très faibles chances de saisir cette opportunité pour se réconcilier avec elle-même. Bien au contraire, les risques d'une nouvelle crise post-électorale sont de plus en plus palpables. Certains l'annoncent même plus grave que celle de 2010-2011. Et pourtant, la Côte d'Ivoire gagnerait à se réconcilier avec elle-même. Et de plus, les partenaires de notre pays, au premier rang desquels se trouve la France, y trouveraient également leur intérêt. De toute évidence, la réconciliation nationale nous paraît un préalable à l'organisation d'élections démocratiques et apaisées en 2020 en Côte d'Ivoire. C'est la meilleure solution pour donner une chance à l'avènement d'une paix durable en Côte d'Ivoire, paix qui elle-même est le préalable à tout développement dans la stabilité. Merci de votre attention.